Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 17 octobre. 6 mois d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, pour le tortionnaire de chat. Une peine pour l'exemple qui satisfait relativement les associations qui militent pour la défense des animaux. À Vernoux-sur-Brenne, aujourd'hui, la justice tente de comprendre ce qu'il s'est passé la nuit du 28 novembre 2013. Le corps d'une escort girl était alors retrouvé dans un puits à Sorigny. Les avocats et le juge d'instruction se trouvaient sur place. Et puis à la fin de ce journal, on vous emmène au Centre de création contemporaine à Tours découvrir Walking on the Light, la nouvelle exposition de l'artiste plasticien Mounir Fatmi. Et on ouvre ce journal avec ces photos spectaculaires à Saint-Amand-Lompré, près de Vendôme. En Loir-et-Cher, un accident fait 2 morts et 1 blessé grave. Une collision entre un 4x4 et une camionnette. L'accident s'est produit tôt ce matin sur la Nationale 10, en plein axe Vendôme-Tours. Une zone particulièrement accidentogène. C'est le 32e accident mortel que le département du Loir-et-Cher enregistre depuis le début de l'année. C'est donc 3 mois fermes pour le tortionnaire de chat. La justice a tranché une peine pour l'exemple. À Tours, il y a plusieurs semaines, un homme de 23 ans était jugé au tribunal correctionnel lors d'une audience publique pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique. Audrey Champigny. Seule l'avocate du prévenu était présente ce matin dans la salle d'audience. Le 9 septembre dernier, la procureure avait requis 7 mois de prison, dont 3 fermes pour actes de cruauté envers 2 félins. Ce matin, le tortionnaire de chat a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis de mise à l'épreuve. Il écope également d'une obligation de se soigner, d'indemniser les victimes, mais aussi et surtout une interdiction définitive de détenir un animal. Les parties civiles, elles, jugent cette peine satisfaisante. Oui, il y a 3 mois ferme, il est déjà incarcéré, donc c'est vrai que on savait qu'il était déjà hors d'état de nuire, on va dire. Donc pour nous, ce qui était important, c'était vraiment l'interdiction de détenir un animal avant tout et l'obligation de soins. Donald a payé cher, Irma également, et si on peut éviter ça maintenant, qu'il y ait des animaux qui soient proches de lui, ce serait déjà une bonne chose. Le jeune homme de 23 ans a déjà été condamné à 12 reprises, dont 5 pour violence. Actuellement incarcéré dans le cadre d'une autre affaire à la maison d'arrêt d'Orléans, il a toujours nié les faits. Pour son avocate, cette décision du tribunal est injuste. Mais le problème de ce jeune garçon, c'est qu'il avait déjà un casier judiciaire, rien à voir avec les animaux, mais bon, il avait quand même un casier judiciaire, il s'exprime mal devant une juridiction, et puis voilà, il y avait tellement de parties civiles qui sont montées au créneau dans ce dossier que voilà, je pense que ça faisait un contrepoids contre lui, qu'il a eu du mal à contrebalancer, si je puis dire. L'association Fait l'un pour l'autre, qui a révélé l'affaire, parle d'un procès pour l'exemple. Cette histoire aura en tout cas permis de délier quelques langues et de responsabiliser certaines consciences, car depuis septembre, l'association ne cesse de recevoir coups de fil et plaintes pour dénonciation de maltraitance sur animaux domestiques. Sorigny, février 2013, souvenez-vous, le corps d'une escort girl était retrouvé au fond d'un puits dans cette petite commune d'Indre-et-Loire. Un homme d'une trentaine d'années était alors mis en examen. La thèse d'une dispute qui aurait mal tourné était avancée par la défense. Aujourd'hui, entre Vernoux-sur-Brenne et Sorigny, avait lieu la reconstitution du crime en présence du juge d'instruction et des avocats. Sur place, Anis Michaud et Thomas Blanc. C'est une affaire sordide qui a éclaté au grand jour il y a 1 an. Le 30 novembre 2013, le corps de Kafia, une prostituée de 22 ans originaire de Château-Renaud, est retrouvé dans un puits à Sorigny. Mais le drame aurait eu lieu 9 mois plus tôt. La reconstitution se déroule ici, au domicile de Joanne, à Vernoux-sur-Brenne, dans cette maison à Colombage. Le trentenaire, accusé d'avoir tué la jeune femme, plaide lui la mort accidentelle. Le 22 février 2013, alors qu'il se trouvait seul avec la victime, elle aurait tenté de le faire chanter. Le ton serait alors monté et elle aurait brandi un couteau avant qu'il ne parvienne à lui ôter des mains. Puis ils seraient tous deux tombés sur le lit. Dans la chute, l'arme aurait blessé Kafia à la tête et elle serait morte sur le coup. Joanne aurait ensuite transporté le corps avec sa compagne pour le cacher dans le puits. Cette reconstitution est donc déterminante pour savoir si cette version des faits est plausible. Produire français, manger français. Une dizaine d'agriculteurs organisaient un buffet de contestation devant la préfecture d'Indre-et-Loire ce midi. Les responsables de l'UTCA dénoncent notamment la multiplication et la lourdeur des contraintes environnementales. Ils déplorent également le manque de moyens financiers. Acheter local est une nécessité. De dire mangeons français.
Faisons attention déjà, dans toute la restauration collective, en fait, on sait qu'on a 1 tiers de Français et 2 tiers d'étrangers. En fait, vu les contraintes qu'il y a, les conditions, les charges salariales, les responsables de ces restaurations collectives n'ont pas le choix. S'ils veulent présenter des prix abordables à leurs clients, il faut qu'ils achètent au moins cher. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils aient les moyens d'acheter français. Les seuls moyens qu'il y a, c'est de baisser nos coûts de production. On ne mangera pas 100% local. Le café, on n'en fera jamais en Touraine. Si on passait à 2 tiers français, 1 tiers étranger, ça serait déjà une grande victoire. À la fin de ce journal, Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, nous rejoindra sur ce plateau. Il est l'invité de la rédaction ce soir. Attention, les rats prolifèrent autour du ruisseau Le Petit Cher dans le quartier des Fontaines. Interdiction donc de jeter de la nourriture aux animaux errants et sauvages. Une pratique, sachez-le, qui constitue une infraction au règlement sanitaire, susceptible donc d'être sanctionnée. À Tours, près de 250 caméras filment l'espace public 24 heures sur 24. La municipalité s'apprête à en installer une vingtaine de plus pour étoffer son réseau de vidéosurveillance. Un sujet qui soulève, vous le savez, le débat. Sont-elles efficaces? Ont-elles réellement un impact sur la réduction de la délinquance? C'est la polémique de libre-échange ce mois-ci. Je vous propose de regarder un extrait. Il faut agir sur le long terme. Alors, la caméra va donner des résultats efficaces tout de suite. Parce que, comme vous le dites, on va voir la plaque d'immatriculation, on va voir tout ça. Mais la prévention, c'est un travail à long terme. On ne déplace pas une délinquance d'un quartier Plumereau. Le quartier Plumereau, c'est un quartier bien spécifique. C'est un quartier qui concentre un nombre de débits de boissons qui est incroyable, qui est un des records de France. Libre-échange, c'est donc ce soir à 22h45 et minuit 30, rediffusé demain à 19h45. Un mot de sport pour vous dire, 10e Open GDF Suez de Touraine. On arrive dans le dernier carré des internationaux de terrain féminin. En lice, une Française, la dernière du tournoi, Manon Arcangeli, 20 ans, affronte en ce moment même Kérine Lemoine, originaire des Pays-Bas. De très beaux matchs pour ce tournoi de 2e niveau international qui se tient à jouer les tours. Catégorie de joueurs, de joueuses, on a soit des jeunes qui cherchent ce genre de tournoi pour monter vraiment dans un classement, passer un cap et pour atteindre ensuite les grands chelems, soit on a des joueuses un peu comme Virginie Razzano, Stéphanie Foretz, qui sont descendues un petit peu et qui ont besoin de points pour retrouver leur niveau initial. Et on a évolué nous en termes de prix, on a commencé sur un 10 000 $, maintenant on est en 50 000 $, et le niveau de jeu des filles est plus élevé et surtout c'est plus professionnel, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment rendu compte au fil des années qu'elles sont plus pros dans leur approche des matchs, dans leur préparation, dans l'après-match. Et la majorité ne font que ça. Donc elles voyagent, là elles vont à Poitiers la semaine prochaine, donc elles enchaînent. Elles enchaînent toute l'année, avec des périodes de repos, d'entraînement, mais sinon elles enchaînent. Et on termine ce journal avec Mounir Fatmi au Centre de création contemporaine à Tours. Walking on the Light, l'artiste plasticien y expose une quinzaine d'œuvres récentes qui explorent l'espace des jeux de langage à travers différents supports artistiques. Anaïs Michaud. Installation, sculpture, photographie, vidéo, peinture, écriture. Au CCC, Mounir Fatmi convie le public à déambuler parmi des pièges esthétiques. Chez lui, la beauté flirte toujours avec une forme d'agression, de violence potentielle. Merlicht, plus de lumière, est emblématique de cette posture. C'est une installation qui nous invite de loin pour regarder la lumière, mais quand on s'approche, on est ébloui par la lumière et on ne peut rien voir. Donc en même temps, on est dans cette situation de piège, et c'est au spectateur de sortir du piège, ou de rentrer, ou de rester juste spectateur, c'est-à-dire ne pas trop s'approcher, de ne pas abîmer sa rétine avec cette lumière qui risque de rester gravée un peu sur ses yeux. Réflexion sur l'altérité à travers les portraits de grandes figures littéraires, forcées à la clandestinité comme Salman Rushdie ou grimés par choix, tel John Howard Griffin. L'artiste explore aussi le langage. Ici, les livres deviennent ceinture de kamikaze. Il y a une espèce de violence du texte, donc le langage n'est pas seulement beau. La calligraphie arabe qui est magnifique, très bien écrite, mais qui devient une espèce de machine qui tourne, qui peut être très violente. Donc c'est vrai qu'il y a un questionnement sur le langage qui est pour moi essentiel, parce que c'est ce qui fait de nous humains, c'est ce langage-là, ce don de communiquer, de parler, de prendre, de donner. Voilà. Entre Orient et Occident, Mounir Fatmi remet en question les langages politiques, religieux et littéraires qui font une culture et donc une identité. Il joue sur les ambivalences et propose au public de s'approprier les œuvres jusqu'à y voir, espère-t-il, tout autre chose que ce qu'il y avait injecté. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Frédéric Thomas nous rejoint. Il est l'invité de la rédaction ce soir. À tout de suite.